Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Daniel Meyer, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce podcast. Bonjour. Pour reprendre brièvement votre biographie, vous êtes docteur en sociologie politique du Graduate Institute de Genève, chercheur associé au laboratoire Pacte et enseignant à Sciences Po Grenoble. Vous donnez aussi des cours dans diverses universités à travers le monde. Dans le cadre de vos recherches, vous avez notamment effectué des séjours de terrain au Liban et vous connaissez donc assez bien, par conséquent, le Moyen-Orient. Aujourd'hui, vous allez revenir sur une problématique centrale de votre travail. La violence et les conflits au Moyen-Orient sont-ils naturels et inéluctables ? Le point d'accroche de votre intervention, c'est l'ouvrage paru en 1966 intitulé « The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order », pas très facile à dire avec un masque, traduit par le clash des civilisations en langue française et écrit par Samuel Huntington, professeur à Harvard. Cet article est extrêmement controversé dès sa sortie. Quelles thèses y apparaissent ? Alors voilà, c'est un article qui effectivement continue à faire parler de lui pour une raison relativement simple, c'est que il propose en fait une clé de lecture de l'après-guerre froide qui est tout à fait intéressante et tout à fait controversée puisqu'il propose de regarder le monde à travers les cultures, des ensembles culturels, des ensembles civilisationnels en fait. Il fait donc une espèce de classification des groupes, non pas sous forme de hiérarchie, ceux-ci sont supérieurs à ceux-là, mais simplement sous une forme beaucoup plus relativiste, mais simplement également aussi sous une forme beaucoup plus fermée. C'est-à-dire qu'en fait, il crée des grands ensembles civilisationnels, culturels, qui seraient susceptibles de, en réalité, vivre indépendamment les uns des autres et non pas en réalité de se rencontrer. Ils seraient même exclusifs les uns des autres. Donc c'est une des thèses relativement fortes et intenses de Huntington. Et puis évidemment, au centre de cette thèse, il y a quelque chose d'extrêmement problématique, qui est de dire aussi que le grand rival pour l'Occident et pour le monde judéo-chrétien, ce serait l'islam. Alors, bon, évidemment, qu'est-ce que c'est que l'islam ? Alors, je pense que M. Huntington n'a pas vraiment fait de terrain au Moyen-Orient, parce que sinon, il verrait bien qu'il y a un léger problème. C'est qu'il n'y a pas que la religion de l'islam qui est représentée. Exactement, notamment. Et puis qu'évidemment, il y a des islams très variés et un peu partout dans le monde, et pas seulement au Moyen-Orient. Ce que vous nous dites donc, c'est que Samuel Huntington, il apporte un éclairage sur les conflits du Moyen-Orient par le biais d'une dimension plutôt culturaliste, comme si les événements qui avaient eu lieu dans cette région et qui ont encore lieu dans cette région du monde, elles faisaient partie de la nature même de l'homme, et qu'il prendrait son terreau dans un contexte religieux très fort. Alors, quand on a préparé cette interview ensemble, vous avez vraiment appuyé sur la dimension culturaliste. Comment est-ce que vous pourriez la définir ? C'est le fait de proposer la culture comme clé de lecture principale des actions des hommes. En un mot. Et donc, ça veut dire que les acteurs agiraient d'abord et avant tout mus par leur appartenance culturelle, qui peut être une appartenance d'abord religieuse. À un moment dans son texte, Huntington dit une phrase amusante comme ça, il dit oui, on peut être binational, mais on ne peut pas être de deux religions. Alors c'est évidemment un tout petit peu laborieux en réalité, mais ce qui est intéressant, c'est que sa vision culturaliste, elle est donc en quelque sorte au fondement de toute organisation sociale et humaine. Et alors, à partir de là, eh bien, s'il y a des conflits, forcément, ce sont des conflits culturels. Alors justement, l'entretien que nous avons aujourd'hui, c'est l'entretien qui se base sur vos recherches sociologique et historique, et vous allez donc déconstruire cette thèse. Pour la déconstruire, vous m'avez d'abord expliqué que tous les conflits, ils ont des causes. Oui, c'est l'idée de dire que
il y a une historicité. Il y a des fondements à des conflits, donc les conflits n'apparaissent pas d'eux-mêmes, et contrairement à la thèse culturaliste, ce ne serait pas parce qu'il y a des groupes variés, divers, diversifiés, différentes cultures, différentes ethnies ou différentes religions sur un même territoire que, ipso facto, il y aurait dès lors des conflits. Eh bien non, justement, en fait, c'est pas ça le déterminant. Il y a d'abord et avant tout le facteur historique. Et le facteur historique, bien évidemment, au Moyen-Orient, on le perçoit assez rapidement. C'est évidemment lié d'une part à la colonisation et d'autre part à ce qui s'est passé après la décolonisation et les différents régimes autoritaires qui traversent la région. Et justement, pour déconstruire ce rapport d'Huntington au Moyen-Orient, il y a aussi le fait que tous les conflits ont un soubassement politique. Oui, voilà, ça c'est la deuxième clé de lecture. C'est une clé intéressante et importante parce qu'elle dit aussi quelque chose qui va contre la lecture culturaliste simpliste, puisqu'elle est finalement assez simpliste. Si vous êtes musulman, pas forcément en tant que chrétien, je serais contre vous. Alors en fait, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que les enjeux de discorde ne sont pas d'abord religieux ou culturels, ils sont d'abord politiques. Et bien souvent, en fait, on se rend compte que dans tel mouvement, je ne sais pas, il y a à la fois des musulmans et des chrétiens. Je parle de mouvement politique, mais évidemment, de l'autre côté, il y aura aussi un autre parti où il y aurait, par exemple, que des musulmans chiites. Alors, il serait un petit peu rapide de dire, oui, alors, c'est un conflit culturel entre chrétiens et musulmans. Justement pas. En réalité, l'objet de la discorde, et c'est là qu'intervient aussi le fait de creuser un petit peu l'objet d'étude, de connaître le terrain, c'est effectivement un enjeu de type politique et c'est peut-être un des aspects, je dirais, fondamentaux qui nous mène, je dirais, un peu au troisième élément. Je prends peut-être un peu de l'avance sur ce que vous allez dire, mais le troisième élément, qui est la troisième variable qui me semble extrêmement importante, qui est celle des acteurs. Celle des acteurs, parce qu'en fait, les acteurs sont assez rapidement vus dans la lecture de Huntington comme étant des gens qui sont mus par une détermination culturelle. C'est-à-dire que, dans le fond, ils agissent à l'intérieur d'un cadre. Et ce cadre, eh bien, on ne peut rien en faire. Enfin, d'une certaine façon, ce sont des victimes de leur culture. Or, en fait, les acteurs, élites, mais aussi la population, et on le voit avec les soulèvements arabes qui continuent jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ce sont des acteurs agissants, c'est-à-dire, en fait, qui ont, dans le fond, la maîtrise de leurs actions, ou en tout cas, qui décident de reprendre la maîtrise sur leurs actions. Et il est important, en tant que chercheur, de les rencontrer, d'écouter ce qu'ils ont à dire, et puis de comprendre quelle est leur rationalité, quelle est leur logique. Parce que leur rationalité, elle est très rarement culturaliste avant tout. Bien sûr, il y a aussi une stratégie, c'est ça que vous avancez, et notamment une stratégie qui est tournée sur les ressources naturelles. Alors, il peut y avoir des stratégies tournées vers les ressources naturelles. Au Moyen-Orient, c'est assez important. La dimension des ressources naturelles, elle joue un rôle central dans un certain nombre d'États, je dirais la moitié des 20 États du Moyen-Orient, puisqu'évidemment, il y a les questions donc, du gaz et du pétrole, essentiellement. Et puis, de l'autre côté, au revers, je dirais, il y a la question des enjeux de l'eau, qui est évidemment une autre ressource, mais alors là, qui est plutôt rare et qui nécessite donc une gestion de l'eau, une gestion des fleuves, etc. Et on le voit dans les négociations entre, par exemple, la Syrie et la Turquie, dans la fin des années 90. On le voit également actuellement en ce qui concerne le Nil. Il y a un tas de négociations autour de la construction de barrages entre différents pays, à commencer par l'Égypte, le Soudan, etc. Et c'est tout à fait important de considérer que les ressources naturelles, c'est-à-dire la nature, interviennent en tant qu'élément constitutif des conflits. Et les discordes autour de ces ressources sont des discordes de type politique, qui engagent des acteurs sur la base d'une histoire.
Donc c'est pour remettre ensemble ces trois éléments que je dis ça, parce que je pense que c'est très important, et dans mes cours, dans mes enseignements en général, partout j'essaye de reprendre toujours des cas d'études, des exemples qui permettent justement de montrer ces différents niveaux, ces différents acteurs et ces différents contextes. Bien sûr, parce que quand on parle par exemple de pétrole, on pourrait prendre l'exemple de la Norvège. Quand on parle de l'eau, on pourrait prendre l'exemple des États-Unis et du Mexique. Et pourtant, on n'en fait pas un enjeu culturaliste. Effectivement. Alors que quand on parle de l'Arabie Saoudite, eh bien alors là, c'est tout de suite une affaire d'islam rigoriste. Pétrole égale islam rigoriste. À la fin, je veux dire, on arrive sur des choses quelque peu aberrantes, où dans le fond, la définition même de l'OPEP aujourd'hui, pour un certain nombre de personnes qui comme ça, ça représente un groupe, un carteron d'acteurs qui seraient tous des radicaux de l'islam, sunnites ou chiites du reste, et on les met tous un peu dans un même panier jusqu'au moment où on va expliquer que sunnites et chiites se font la guerre entre eux depuis toujours, et que ça expliquerait pourquoi il y a une divergence majeure, des conflits majeurs à l'échelle de la région entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et alors évidemment, c'est complètement faux. Très bien. Donc la sociologie et l'histoire conduit vos recherches, ça c'est pour la partie du chercheur. La fête de la science 2020 est le cadre dans lequel est produit ce podcast avec le laboratoire PACT. Alors j'ai envie de vous poser la question fil rouge pour terminer notre entretien. Quelle est votre relation personnelle à la nature ? Alors, ma relation personnelle à la nature, c'est un rapport construit. Alors, j'aime beaucoup me promener dans la nature. J'observe toujours la nature en ville et en dehors de la ville, au Moyen-Orient quand je travaille. Mais travaillant sur des questions de conflit et des questions de frontières, principalement dans mes travaux de recherche et également dans les cours que je donne, force est de reconnaître qu'aucun des deux ne procède de la seule nature. Ni les conflits sont naturels, ni les frontières sont naturelles. Mais tous les deux s'adossent au contraire aux éléments naturels. Donc effectivement, une frontière peut passer le long d'un fleuve, mais il y aura bel et bien une décision politique derrière ce tracé. Idem pour un conflit. Un conflit peut effectivement épouser des contreforts naturels ou bien s'adosser à la rareté des ressources naturelles, comme on vient de le dire, mais il y a bel et bien effectivement à un moment donné une décision politique pour entrer en conflit. C'est comme ça d'ailleurs qu'on caractérise l'Europe ou pas. Est-ce que l'Europe s'arrête à l'Oural ? Politiquement, non, mais grâce à cette frontière naturelle ou pas, oui. Oui, voilà, exactement. Ça peut être un exemple. Tout à fait, c'est tout à fait un excellent exemple. Et je pense que la frontière de l'Europe à l'est et au sud, aujourd'hui, qui est évidemment le grand enjeu à la fois de l'ouverture, mais surtout de la fermeture, il semblerait jusqu'à maintenant, en tout cas, des frontières externes de l'Europe, pose typiquement ce genre de questions à cheval précisément entre conflits et frontières. Qui nous rappelle la relation entre la nature et l'homme. Merci beaucoup Daniel Meyer d'être venu à la rencontre de nos auditeurs et auditrices dans le cadre de la Fête de la Science 2020. Je vous en prie. Je vous rappelle par la même occasion que vous êtes chercheur associé au laboratoire PACT et que vous enseignez à Sciences Po Grenoble et dans diverses universités à travers le monde. Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales PACT à Grenoble.